Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. De décréter un couvre-feu. C'est joli ces souvenirs qui sont complètement... Jusque quelle heure? Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir en fait. Minuit. Décousu. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans Mézieux, Saint-Priest, Dessines, Vénissieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu. Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ça serait mieux sans doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il est 23h23. C'est débrancher ses oreilles du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher sur un autre. La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie? Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit décousu qui te parle. On va se laisser porter dans la nuit. Il est 3h. La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là. Et ce qu'on entend là, c'est les cris de joie des femmes du collectif Solidarité entre femmes à la rue. C'était le vendredi 6 mars, donc c'était vendredi dernier, cours de Milan, au moment de la réquisition d'un bâtiment de la métropole. Et ça, c'est à l'annonce du coup d'un des élus de la métropole qui a annoncé au téléphone au collectif qu'il ne demanderait pas l'expulsion, contrairement aux 18 autres occupations précédentes, ce qui était assez inédit. Et n'empêche que c'est super, ça leur permettra de rester dedans et de pas dormir à la rue. À votre avis, est-ce que c'est dû à la campagne électorale? Réponse A, la campagne électorale. Réponse B, ou la campagne électorale. Réponse C. J'hésite. Ah, c'est dur. En tout cas, on est contente pour elle qu'elle puisse être à l'abri pour les prochaines semaines. Et du coup, si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas à aller voir. Elles ont une page Instagram. Et sinon, je crois qu'il y a des infos sur Rébellion aussi. Elles ont des petits besoins de pas mal de trucs. Donc, n'hésitez pas à passer. C'est cours de Milan. C'est proche de la Pardieu. Il est 23h04 sur les ondes rebelles de Radio Canu et c'est votre émission du mardi soir Minuit décousu qui commence. Et ce soir, on va vous parler élections municipales. Attention, trigger warning, l'Arcom. Non, Minuit décousu devient une émission électoraliste, ça m'inquiète un peu. C'est grave, c'est très très grave. Et oui, parce que du coup, les quelques semaines qui vont venir, on entend pas mal déjà parler depuis quelques semaines des élections municipales qui arrivent, mais c'est ce week-end, visiblement, à Skip. Premier tour ce week-end, et puis il y aura peut-être un deuxième tour plus tard. Et nous, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un bilan des 5 dernières années, puis un petit peu de mettre notre grain de sel, parce qu'on est un peu des relous, on est un peu toujours dans l'opposition, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Du coup, moi, je suis allé interroger un camarade qui a pas mal milité au Casdal, qui était un squat qui a été évacué par la métropole en 2024. J'ai monté un son d'un camarade de l'émission Mayday, Luigi, qui avait interviewé des agents de nettoyage et d'entretien de la métropole en collège. Et puis, je suis allé voir un peu du côté de la financiarisation de la ville, un petit peu voir comment s'en sortait Grégory Doucet du côté de la construction de la ville. Et tu as écrit un texte aussi sur l'horizon politique à Lyon. Ah ouais, je suis allé voir un peu les archives pour voir un peu, faire un peu un portrait électoral de cette belle ville du Gros Lyon. De mon côté, je suis allée dig plein de vidéos de Lyon Capitale pour vous concocter une jolie petite bobine d'intro. J'ai aussi écrit un texte sur la question de la sécurité dans les élections municipales et pendant le dernier mandat de ce cher Grégory Doucet. Et j'ai enfin écrit un texte sur la question de l'anti-électoralisme.
Et moi, je me suis abstenu de faire quoi que ce soit. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Nous sommes en direct depuis le palais de la Bourse, cœur de Lyon. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, bonjour. Denis Broliquier, vous êtes le maire honoraire du 2e arrondissement de Lyon. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Perrin-Gilbert. Vous êtes candidate d'hiver gauche aux élections municipales à Lyon. Béatrice de Montier, vous êtes conseillère municipale LR à Lyon. Vous êtes aussi co-directrice de la campagne de Jean-Michel Aulas à Lyon. On voit que Jean-Michel Aulas a vraiment créé une très belle dynamique à Lyon. Tout casser chez toi. Anaïs Bellouassa-Chérifi, vous êtes députée La France Insoumise de Lyon et aussi candidate aux élections municipales à Lyon. Florestan Graul, vous êtes candidat La France Insoumise à la présidence de la métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour Paul Terrain. Bonjour. Bonjour Paul Terrain. Bonjour. Vous avez initié une remontada. Moi je m'en fous, je vote plus. Ce qui compte, c'est la campagne de proximité que nous faisons depuis des semaines. Je vais regarder la soirée électorale sans avoir été voté. Comment vous expliquez que ce soit si dur de vivre, d'exister à l'ombre du duel Doucet-Aulas? Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. C'est le logement, c'est la santé, c'est la sécurité, ce sont leurs priorités aujourd'hui. Quel bilan pour l'un des maires emblématiques écologistes de la dernière élection municipale? La progression de la nature en ville. Un peu plus d'une caméra pour 1000 habitants. La restauration scolaire avec plus de bio, plus de local. Recruter davantage de policiers municipaux. Il y a aussi tout le travail qui a été fait au niveau de la métropole pour le développement des transports en commun. Plus de bleu dans l'espace public. Et c'est ce que nous proposons aussi pour le prochain mandat. Une nouvelle ligne de tram, une nouvelle ligne de trambus. La majorité d'aujourd'hui au pouvoir à Lyon n'est pas à la hauteur de la ville de Lyon. Lyon, la capitale de l'extrême droite. Une dynamique très forte Aulas qui flirte avec la victoire dès le premier tour. Grand Lyon, je te dis. Des quenelles tolérantes, des cervelles de Canu, la biennale quotidienne, la symbiose dans la rue, le sourire des Lyonnais dans les rues de Saint-Jean, la grandeur de Fourvière dans le cœur des enfants, le Grand Lyon qui jaillit, qui ruisselle la chance, la beauté politique qui transcende la France, les soirées endiablées des écoles de commerce, même un jour à Pardieu j'ai croisé Julien Lepers, et je marche jusqu'à Perrache, c'est joli les immeubles. Il paraîtrait que l'on est appelé aux urnes ces prochains week-ends pour aller voter aux élections municipales. À Lyon, en plus, c'est bonus, on vote 2 fois. Une fois pour la ville et une fois pour la métropole, parce qu'on ne fait jamais les choses comme les autres. Lyon, on le sait, c'est une bonne vieille ville bourgeoise. On ne va pas refaire un topo touristique sur la ville et ses jolis bâtiments, mais on notera quand même que l'image de la ville est particulièrement marquée par sa tradition politique de droite modérée, dont les barons successifs ont chacun apporté une pierre marquante à l'édifice global de la ville. Effectivement, quand on se penche un peu sur les durées de mandat, on ne peut qu'halluciner de voir la succession de Pélo qui ont tenu les rênes de la ville pendant plusieurs décennies, jusqu'à 46 ans pour Édouard Herriot, toute la première partie du XXe siècle. Depuis Herriot, que l'on pense à Louis Pradel, Raymond Barre, Michel Noir ou le Gérard Collomb national, l'approche à Lyon a toujours été globalement centriste, le bon sens lyonnais, qui trônait sur une politique de notables locaux bien installés. Depuis la Troisième République, Lyon a basculé de la position de fief du parti radical à celui de capitale du centrisme. Plus récemment, et dans cette suite logique des mutations récentes du bloc centriste, Lyon a peu ou prou été l'un des laboratoires du macronisme, avec la gestion municipale et métropolitaine de Gérard Collomb, étiqueté PS à l'époque de sa prise de poste en 2001. Si on résume à gros traits, une politique du ruissellement économique à l'échelle métropolitaine, en faisant rentrer coûte que coûte Lyon dans les classements des métropoles européennes, à coup de grandes opérations urbanistiques et de partenariats publics-privés. On génère de l'attractivité pour les entreprises qui viennent construire ou s'implanter à Lyon et en périphérie. Ça crée de la croissance et là, pouf, on entre dans un cercle vertueux pour les habitants et habitantes de la ville. La politique de Collomb, contrairement à ces jolis apparats de partenariat souriants avec le privé, ressemble en réalité plus à une politique antisociale menée de manière ultra-autoritaire jusque dans le conseil municipal, où le vieux Collomb ne se prive jamais d'insulter et de rabaisser les membres de l'opposition ou de sa propre majorité. L'édifice de Gégé le Baron commence à vaciller un peu avec son entrée au gouvernement comme ministre de l'Intérieur en 2017, après la première élection d'Emmanuel Macron. Alors même si on n'est pas encore au stade avancé d'autoritarisme d'aujourd'hui, le parti qui s'appelle alors encore La République En Marche droitise quand même sacrément son image. Entre 2 sorties sur l'immigration et des allers-retours entre Paris et Lyon, la majorité de Collomb commence à s'atomiser entre trahison et défection.
Ce qui jouera également peut-être son petit effet au niveau de la majorité lyonnaise, c'est sans doute sa piètre performance pour couvrir le fiasco de l'affaire Benalla. On se rappelle le garde du corps de Macron qui s'improvisait keuf en civil et qui tabassait des manifestantes pendant le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris. Bref, pour les élections municipales de 2020, l'image de Collomb est déjà bien ébréchée de 3 ans de Macronie et finit par perdre les élections face à une coalition de gauche embarquée par Europe Écologie Les Verts et Grégory Doucet. On se rappelle d'ailleurs qu'il se l'était raclé dans les médias en disant « Je reviendrai ». Et il est mort. Pas de bol pour GG. Depuis, on a eu 5 ans de coalition de gauche à la tête de la ville et à la métropole avec Bruno Bernard. On peut se permettre de mettre des petits guillemets à gauche puisque, on le verra, tout le monde a assez vite déchanté vis-à-vis de la continuité menée par la gauche écologiste à Lyon. On se doit d'ailleurs de noter qu'à l'époque, tout le monde était tombé sur Usul quand il avait parlé des Verts comme la gauche des pistes cyclables, alors qu'il avait tort, c'est en effet la droite des pistes cyclables. Expulsion sans relogement, mise à sac d'agents de la métropole, compétitivité territoriale, surveillance généralisée et politique sécuritaire. Si la mairie a changé de bord en 2020, on a du mal à s'en rendre compte depuis nos petits quotidiens de gauchistes anti-électoralistes. Des bobos, des bibis, la mixité est jolie. Des gyropodes, des colos, des voitures, des vélos. Il y en a pour tous les goûts, de la musique électro. Des câlins gratuits sur la place des terreaux. Une véritable os. Mais alors, à quoi ça ressemble une géographie électorale de Lyon ? Globalement, comme dans pas mal de métropoles, il y a un fossé entre les communes bourges du nord-nord-ouest de la ville, les Monts d'Or, Caluire, qui votent massivement à droite et qui commencent de plus en plus à se tourner vers l'extrême droite. Et puis il y a les communes du sud et de l'est qui sont plus populaires. Villeurbanne et Vaux sont des bastions historiques du Parti socialiste et Vénissieux est gouverné par des gens issus du PCF depuis la Libération. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper, les communes populaires ont également connu leur tournant compétitif et sécuritaire dans les années 80, 10 et 2000. La transformation urbaine et l'éviction des classes populaires à Villeurbanne s'est accélérée par exemple depuis sa nomination comme capitale européenne de la culture en 2013. À l'intérieur même de la ville de Lyon, l'écart est grand entre la presqu'île et le 6e arrondissement avec leurs notables et leur population rentière qui votent toujours globalement à droite, voire de plus en plus à l'extrême droite comme on l'a vu pendant les législatives et les arrondissements du sud et de l'est. Dans le 3e, à la Guille, autour de la Pardave, dans le 7e, Jean Jaurès, Gerland, Jean Massé, ça vote plutôt à gauche, quel que soit le type d'élection. Pourtant, force est de constater que, quels que soient les changements municipaux, l'électorat reste majoritairement bourge. De gauche, de droite, du centre, la politique lyonnaise est orientée vers son cœur de cible, une population de cadres et de propriétaires qui se font du souci pour la planète, mais qui ne veulent pas voir leurs biens perdre en valeur, qui veulent pouvoir utiliser leur vélo cargo sur de jolies pistes cyclables, mais pour lesquelles il faut encore pouvoir se déplacer en grosse bagnole pour partir en week-end, qui consomment en ligne mais veulent garder des petits commerçants typiques en bas de chez eux, qui veulent de l'activité nocturne mais seulement quand les terrasses sont bien rangées, qui veulent faire des économies d'énergie mais qui veulent tout de même qu'on perpétue la fête des Lumières et l'accueil du Tour de France. Bref, la liste est longue mais bien comprise par les majorités successives. Contemporain, je suis fan de l'OL. Et je marche jusqu'à Perrache, c'est joli les immeubles. Il y a des appartements avec de jolis meubles. Les gens aussi sont jolis, ils habitent Grand Lyon. Un jeune couple sympathique avec un petit garçon. Les lumières qui dansent en plein mois de décembre. La misère culturelle est vite réduite en cendres. Je me sens joyeux, tous les gens sont heureux. Il y a des salles de spectacle vraiment de qualité. Ah vraiment quel bonheur d'habiter le Grand Lyon. Communauté de communes du Grand Gérard Collomb. Ah vraiment quel bonheur d'habiter le Grand Lyon. Communauté de communes du Grand Gérard Collomb. 200 policiers nationaux en plus, c'est ce que demande aujourd'hui Grégory Doucet. Le maire de Lyon a confirmé son souhait de renforcer les effectifs. Je manque d'un sentiment de sécurité lorsque je rentre chez moi le soir. Et c'est un thème qui est en train de monter énormément. On avait fait un sondage en novembre à Lyon Capitale. Pour 52% des sondés, la sécurité était l'enjeu prioritaire de ces élections municipales. Et notamment chez les 18-24 ans, on atteignait 59%. Parce que j'ai dû manquer lorsque j'étais petit en encadrement affectif approprié. Parce que je l'ai. Je vais commencer par vous, Sandrine Runel. Alors déjà, on a un bilan puisqu'on est une majorité sortante avec à la fois sur la vidéosurveillance et sur le recrutement de la police municipale, un bilan qui est positif. Je vais commencer par la vidéosurveillance puisque vous avez commencé par ce sujet. Sur la vidéosurveillance, nous, pendant le mandat, on a augmenté le nombre de caméras de vidéosurveillance.
Lyonnaise, Lyonnais, j'ai nommé la sécurité, le sujet politique le plus réac sur lequel les journalistes adorent alpaguer les élus, sur lequel les élus adorent s'étendre en bons défenseurs des riverains, qui, je l'ai déjà dit dans cette émission, sont à la droite ce que le peuple est à la gauche. La sécurité, celle qui fait frissonner les vieilles accrochées à leur sac, les pères de famille de la presqu'île dont l'oreille aiguisée perçoit un rodéo à 3 km à la ronde, les darons qui envoient leurs filles étudiantes à l'INSEC à la Guillotière et qui tremblent de l'imaginer marcher rue de Marseille, ce territoire perdu de la République. La sécurité, l'objet de tous les fantasmes qui est supposé couper la chic à toute opposition. Alors comme ça, t'es pour les attaques au couteau et le viol des femmes ? La sécurité et sa cousine l'incivilité servent d'argument à la mise en place d'un arsenal répressif et de surveillance toujours plus affûté et à la judiciarisation d'actes relevant de troubles de proximité ou de petite délinquance. En bref, ils définissent des problèmes prétendument légitimes qui orientent discours médiatiques et activités répressives. Lyon ne fait pas exception dans le domaine. On ne se dépêtre plus de ce sujet de merde en période électorale et même au-delà. Et la mairie EELV n'aura pas attendu d'être élue en 2020 pour faire sienne une politique sécuritaire et répressive. Dès mars 2020, Grégory Doucet, Fanny Dubou, dans le cadre de leur campagne électorale, étaient venus à la Guillotière pour parler des questions de sécurité en organisant, accrochez-vous, une marche sécuritaire. Au programme, harcèlement de rue, zone de deal, rodéo urbain, en bonne harmonie avec les revendications du très bruyant collectif de la Guillotière en colère, qui tenait le crachoir à l'époque sur fond de racisme, de classisme et de fémonationalisme. Les Verts et leurs alliés dits de gauche se sont largement convertis à la rhétorique sécuritaire, une seule subtilité, lisait-on sur rebellion.info, les flics des Verts rouleront à vélo. Le bilan Doucet n'est sans étonnement pas glorieux côté arsenal répressif, malgré ses grands discours face à Darmalsain et ses prises de bec avec la préfecture, on peut lui attribuer une augmentation des effectifs de la police municipale demandée dès sa première campagne veut renouveler dans celle de 2026. On a, je cite, jamais autant recruté de policiers municipaux que sous ce mandat, plus 90% que le précédent. On lui attribue aussi la responsabilité de 3 revalorisations au cours du mandat des salaires des flics. Et puis l'installation de dizaines de caméras de surveillance supplémentaires. Ou encore des félicitations adressées au ministère de l'Intérieur pour sa nouvelle brigade spécialisée de terrain, BST, déployée spécifiquement sur le quartier de la Guille au cours de son mandat. Et on ne compte pas ces promesses de campagne sur base de brigades d'incivilité, d'os encore, des effectifs de police, de brigades anti-criminalité. Le Casdal, c'était un bat qui, quand il s'est ouvert, se voulait être à la fois un truc d'orga et un truc de vie, mais surtout un truc de vie et qui soit pas un truc de vie que de vilains anarchistes, mais ils sont un mixte en fait, des squatteurs par choix et des squatteurs par l'obligation de la vie, quoi. Point info manif, on arrive maintenant en face du Casdal, les fumigènes sont allumés, la foule est en délire, l'ambiance est toujours aussi bonne. C'est un bat qui faisait de l'œil à beaucoup de monde parce qu'il était quand même bien placé, qu'il était quand même dans la Guillotière à une période où la Guillotière, il y avait quand même l'espace communal de la Guillotière, le Maria. Il y avait quand même d'autres petits squats qui n'avaient pas trop de noms mais qui étaient autour, et en fait tous ces petits endroits-là, il y avait quand même un réseau d'organisation et de soutien. Quand on a senti la fin du Maria, le Maria du coup qui était dans la rue Pasteur, c'était au 42 rue Pasteur. Voilà, à la fin de ce bat-là, il y avait le Covid qui était passé par là, et plein de choses qui étaient passées par là et auxquelles le bat avait survécu. Bon, il y a eu des problèmes de vie et des arrêtés d'expulsion quoi qui arrivent. Et on était en mode bon bah on prévoit ça, comme toujours la course des squats vers le prochain en attendant. Ça avait été à l'époque ouvrir le Casdal une première fois. Et la première fois en fait le propriétaire, c'était pas encore la métropole, le propriétaire c'était des propriétaires privés. Et les propriétaires privés sont aussi cons que la métropole, enfin ça ne change pas trop ça. Ça changeait un peu des trucs au niveau de la loi et on était tombé sur la divisionnaire du 3e. Et en fait il y avait eu une expulsion où quelqu'un a fait 3 mois de cabane parce qu'il a déjà eu d'autres problèmes et voilà, ça a été un moment assez difficile. On s'est quand même pas laissé aller et les gens ont retenté un an après parce qu'en fait on a appris que justement entre temps la métropole avait racheté le BAT pour pseudo faire un truc. Bon, ça a jamais été trop précisé. On est en mars 2026 et le BAT est toujours dans le même état qu'il était à sa fermeture quoi. Ils ont juste repeint
les trucs qui dénonçaient le fait que la métropole expulsait les gens, mais ils n'ont pas effacé le truc casse-dalle, ce qui est cocasse, ma foi. La deuxième, le fait que ça ait réussi, ça a quand même relancé une dynamique qui était assez cool, parce qu'entre-temps, les liens étaient déjà forts entre les gens de l'ECG, les gens du Maria et tout, et en fait, ça fait de la triangulation, tout le monde s'est mis en lien encore plus fort. Du coup, ça c'était assez fort. C'est un bat qui faisait quoi, 5 étages, qui fait un espèce de L comme ça, avec du coup des appartements tous les étages, et au rez-de-chaussée des grandes baies vitrées qui étaient ouvertes sur la rue en fait, qui permettaient d'avoir un accueil et puis un côté un peu vitrine quoi. Les gens pouvaient venir se poser et tout, et ça permettait d'accueillir un petit peu du monde. Le lien avec le quartier c'est pas toujours fait énormément. Il y a pu avoir autant les petits qui jouent qui sont au city d'à côté, qui passent, que des gens paumés qui cherchent où dormir pour une nuit, que quand le refuge à la frontière italienne a des pépins et qui savent pas où envoyer des gens, pendant un temps il y avait un mot qui disait ouais, au Casse-Dalle il y a des places et tout, vous pouvez y aller, et donner l'adresse. Et du coup, il y avait des gens qui débarquaient comme ça à 2h du matin en mode bonjour, on nous a envoyés ici. Il me semble que on a toujours à peu près réussi à trouver des solutions pour les gens qui étaient arrivés de ces manières-là. C'était pas toujours dans les meilleures des conditions et tout. Parce que c'était un bat qui était quand même assez vétuste, parce qu'il y avait un arrêté péril sur le bat. Et en fait, il y a eu des travaux qui ont été faits il y a quelques années, qui ont mis des poutres en métal pour soutenir le bâtiment et tout, qui faisaient qu'il y avait plus de risque d'effondrement. Lors de la première fois où il y a eu une tentative d'ouverture, voilà, c'était un bat de 5 étages qui quand même avait vu un peu les affres du temps et les affres de plein de choses quoi. Le montage élec de base était assez éclaté au sol, tout a été refait vraiment à neuf, les fuites d'eau de l'ouverture à la fermeture, malgré plein de gens qui sont venus donner des coups de main, et il y avait encore des espaces qu'on avait un peu condamnés, parce qu'on se disait que c'était vraiment pas une bonne idée de mettre des gens dedans, même dans les cas un peu extrêmes où voilà, il y a beaucoup de monde à un moment. En fait, il y a des espaces où les fenêtres avaient été laissées ouvertes pendant des années, et le plancher s'écroulait. Il y avait des pigeons qui avaient chié de partout. En fait, un peu des classiques de squat qui est en mauvais état. Ça aurait pu être retapé s'il y avait eu plus d'énergie. Mais je pense qu'il y avait un peu un principe de réalité que tout le monde avait pris de ça va quand même être chaud, et on n'avait pas assez d'énergie pour ça, et en fait je pense qu'il y avait des peurs de questions de marchands de sommeil et des choses comme ça, et en fait des questions qui se posent dans tous les squats, mais où là on était en mode quand on réfléchissait collectivement, on était en mode en vrai c'est peut-être le mieux de fermer certaines parties, parce qu'on n'a ni l'énergie ni la capacité de faire plus d'accueil que là comme on fait quoi. Je crois bien qu'il y a plus de 50 personnes qui vivent ici, et il y a des familles ici parmi nous qui n'ont pas où poser la tête, et il y a des gens qui travaillent aussi, et on a les 50 personnes, il n'y a aucun qui sont là qui a le papier, on n'a pas de papier, ni on a des galères à manger, on n'a pas d'eau chaude ni rien, mais Dieu merci, quand on est là on vit bien. Mais ça a quand même permis de faire plein de choses assez cool, en vrai. Parce que, comme les gens venaient de différents endroits et tout, les trucs de solidarité qui se sont formés autour, en fait, elles ont pris des formes un peu différentes, un peu étonnantes, en vrai, à plein de moments. Il y avait autant la distribution de bouffe qui était organisée par une asso qui s'appelle Terre d'Ancrage, et qui est quand même une asso assez institutionnelle, que faire de l'organisation des politiques à plein de moments, faire qu'il y ait des réunions qui puissent se tenir, organiser des concerts pour certains habitants qui faisaient de la musique. En fait, faire des cantines, faire des soirées aussi, et ramener de l'argent avec ces soirées-là pour les habitants qui étaient en galère. Il y avait un truc qu'on va revenir après dessus, c'est que y a plein de squats à la Guy, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui soit pas en sous-marin, parce que de toute façon des squats, voilà,
Genre il y en a toujours eu, il y en aura toujours et tout. C'est pas la loi Kasbarian, c'est pas une quelconque loi qui va changer ça. Ce qui change quand même avec les dernières lois, c'est que les gros squats d'organisation politique, et peu importe l'organisation politique qui est à l'intérieur, que ce soit je sais pas, à Lyon par exemple, que ce soit le collectif Femmes à la rue, que ce soit les anciens de l'ECG, que ce soit des Toto Bresson ou quoi, en fait ces lieux-là qui permettaient vraiment de s'organiser, de venir, de rentrer, sortir sans se poser de questions, n'existent plus comme ils existaient il y a 2-3 ans, quoi. Et il faut effectivement en faire le deuil, quoi. Et c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on raconte un peu l'histoire, j'imagine, du Casdal. Le Lyon de demain, ça sera un Lyon justement où on prendra beaucoup plus en compte les limites planétaires. Mais surtout le Lyon de demain, ou en tout cas celui de 2030, parce qu'aujourd'hui c'est celui-là que je regarde et que je cible, ça sera un Lyon climatiquement neutre. C'est-à-dire, Lyon sera une ville où les émissions de CO2 produites par la ville seront nulles. C'est ça l'un des objectifs que j'ai fixé à la ville et puis à tous ceux qui la font. Les investisseurs voient que cette ville se développe, que nous portons de grands projets urbains et que tout cela, nous le faisons avec sagesse. Ils ont confiance dans l'avenir de la ville et peut-être aussi sa confiance dans la capacité de gestion des élus de cette ville. Ces mots, c'est ceux de Gérard Collomb dans un entretien mené dans le journal Monsieur Architecture, rapporté par les chercheurs Antoine Guironnet et Ludovic Albert dans le bouquin L'Empire urbain de la finance. La ville de Lyon, pour les deux géographes, elle constitue l'un des exemples français les plus probants de métropole régionale complètement acquise à la gestion financiarisée de la ville. Ils parlent même d'un modèle lyonnais de gestion publique-privée de la production de la ville. Quand on parle de financiarisation de la ville, on ne parle pas que de gestion privée des espaces urbains. C'est le fait que ce ne sont pas seulement des grosses boîtes privées qui construisent et possèdent des quartiers, comme c'est le cas en fait depuis le 19e siècle à Paris, avec par exemple le cas des frères Pereire, responsables d'une grande partie de la requalification des 16e et 17e arrondissements, mais du fait que l'immobilier de grande ampleur, à l'échelle d'immeubles, voire de quartiers entiers, deviennent des véhicules d'investissement, ce qu'on appelle aussi des actifs financiers. Ce passage de la ville d'un objet public ou privé à un objet financiarisé change complètement la donne, puisque l'urbanisme en vient à se calibrer pour répondre aux attentes de la finance. Facilité de revente, flexibilité et haute rentabilité sont des critères qui nous paraîtraient étranges d'appliquer à des immeubles ou à des quartiers. Pourtant, ces derniers ont complètement été intégrés dans les politiques urbaines locales. On construit de l'immeuble tertiaire, c'est-à-dire des bureaux bien calibrés pour répondre à des besoins communs de n'importe quelle entreprise, avec pour objectif de tirer une grosse rente de location pour le minimum d'argent investi dans l'entretien à long terme. Alors pour faire ça, en fait, il faut faire des bureaux, mais il faut aussi réaliser des projets phares pour attirer les investisseurs, notamment lors du MIPIM, le marché international des professionnels de l'immobilier, un grand salon annuel qui se tient à Cannes, où se donnent rendez-vous les gestionnaires d'actifs et les maires des grandes villes européennes et mondiales. Pour Gérard Collomb, la participation régulière au MIPIM a été l'occasion de tendre la main au marché de l'immobilier afin de hisser Lyon dans la hiérarchie urbaine européenne et de la faire rivaliser avec des villes comme Barcelone ou Francfort. Parmi les gros projets de Collomb, on retrouve la requalification de la Part-Dieu, mais aussi le carré de soie à cheval entre Villeurbanne et Vaud à l'est de la métropole. Qu'ailleurs en France, Collomb va jouer de la réputation raisonnable de Lyon comme un investissement sûr et mesuré, à contrario de la grande spéculation parisienne.
Autre caractéristique de la sûreté de l'investissement lyonnais, la capacité de Collomb de tenir sa ville et sa métropole en ligne de bataille, en occupant à la fois les positions de maire et de président de métropole. GG, quand il vient au MIPIM, c'est le super VRP qui mouille la chemise pour faire venir à Lyon les gestionnaires d'actifs immobiliers qui seront prêts à faire ruisseler sur la ville des mille et des cents. Toujours dans le bouquin de Guy René et Albert, on voit à quel point Collomb a fabriqué un modèle lyonnais qui consiste dans l'implication très en amont des projets. Un précalibrage des projets urbanistiques pour rentrer dans les attentes des grandes boîtes immobilières. Contrairement à d'autres métropoles comme Toulouse où certains gestionnaires se sont cassés les dents sur des revirements politiques locaux, sur des galères de permis, à Lyon, tout est servi sur un plateau par le maire himself, qui fait trimer ses équipes pour préparer chaque MIPIM comme l'échéance de l'année. Mais heureusement, tout a changé, ou pas. Alors qu'on pouvait se dire que la nouvelle majorité de gauche élue aux dernières élections municipales aurait évité l'écueil de la financiarisation de la ville et aurait peut-être changé de trajectoire. Eh ben, il n'en a rien été, ou presque. Si quelques discours ont pu être portés par Grégory Doucet ou Bruno Bernard sur la question de la construction de bureaux à Lyon au moment de leur élection, les promesses n'ont pas été tenues bien longtemps et les bonnes vieilles habitudes sont revenues au pied de course. Et comment pouvait-il en être autrement ? Déjà, il s'agissait pour la majorité de gauche de prouver qu'elle pouvait gérer les affaires municipales comme le faisait le vieux à l'époque, de manière posée, sérieuse, compatible avec la gestion contemporaine d'une métropole régionale. Ensuite, être élu à Lyon comme ailleurs, c'est être comptable des gestionnaires d'actifs immobiliers qui ont investi dans la ville, qui investissent au présent et qui promettent de continuer à investir dans le futur. C'est bien dans cette perspective que nos deux zigotos de la mairie de la métropole se sont donné rendez-vous chaque année religieusement au MIPIM à Cannes pour faire part de beaux discours sur les projets immobiliers lyonnais et sur l'investissement sûr que représente la ville pour les gestionnaires d'actifs. Un discours à peine décalé, moins d'empreinte carbone sur les matériaux, l'intégration des mobilités douces, la place du logement social, mais au final des positions très proches de l'ancienne majorité de Collomb. On pourrait même aller plus loin en disant que la majorité de gauche actuelle a permis aux gestionnaires d'actifs et aux grosses centrales immobilières des opportunités de greenwashing d'un niveau sans précédent. En axant leur discours sur la réhabilitation du bâti, sur la végétalisation, tout en promettant toujours plus d'espace dédié aux activités tertiaires et aux entreprises, la mairie et la métropole de gauche ont pleinement rempli leur rôle de nouveau calibrage pour la production urbaine capitaliste qui se doit de se verdir pour évoluer avec son temps. Je suis arrivé dans les trucs de squat à une époque où il y avait Collomb, Parti Socialiste, et une époque où la violence contre les gens à la rue et contre les squats et contre les personnes sans papier était assez hardcore et plutôt assumée en fait. Et ça, c'était aussi ça qui était particulier, c'était que c'était pas les républicains qu'on connaît aujourd'hui et tout, parce que même si, tu vois, il y avait à la région, il y avait Vauquier déjà, voilà, on était censé avoir le PS. Bon, le PS traître, ok, mais PS, on se dit pas particulièrement, ils vont être hardcore, surtout à un niveau local, quoi. En fait, complètement, et du coup, quand les écolos sont arrivés, ça a fait un changement où au début, on avait quand même un petit peu d'espoir parce que tous les collectifs autour du logement, il y avait quand même un espoir il y a un changement et on va pouvoir avoir un interlocuteur en fait. Et un vrai interlocuteur qui fait pas semblant, on vous écoute et puis en fait on vous envoie les flics quoi. Et en fait, il s'est avéré que ça a été la même chose, peu ou prou. Mais effectivement, on a eu ce qu'on voulait parce qu'on a eu plus de discussions. Bon, déjà, il y a un peu ce truc de la politique politicienne de vous êtes on est des interlocuteurs raisonnables jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui lève un peu la voix. Même quand on vient annoncer que
qu'il y aura pas, que rien ne sera fait, qu'il va juste y avoir une expulsion. Et ça c'est assez dur à entendre, quoi. Parce que par exemple, sur la première expulsion du Casdal, on a eu Sandrine Runel qui a été dépêchée pour trouver un terrain d'entente, et en fait qui s'est posée complètement en faux contre nous. Elles sont où les familles et tout? Moi je les loge si vous voulez, machin. On dit non mais tu te fous de notre gueule, en fait les familles elles sont évidemment pas là parce qu'elles veulent pas se faire genre attraper et risquer des OQTF, risquer des mises en cras, etc. Bon, et Sandrine Runel, voilà, aujourd'hui députée, et ça a été quand même un ennemi politique aussi fort qu'avait pu être Collomb ou Kimmelfeld à l'époque. Et elle nous en a fait des coups comme ça, mais des dizaines, quoi. Et il y a eu un coup au Casdal après la deuxième ouverture, donc au moment plutôt de la fin, il va y avoir la question d'une expulsion, et d'une expulsion sans relogement. Ça, c'était un peu le truc qui était tenu, mais qui est un classique de la métropole, hein, finalement. Même aujourd'hui, tous les squats sont la plupart du temps expulsés sans relogement. Le squat qui a brûlé l'année dernière, qui met les gens en situation non pas de squat expulsé, mais en situation de sinistré. Personne n'a été relogé non plus. Parce que voilà, à chaque fois il y a les mêmes arguments de c'est pas trop de notre ressort, en fait c'est l'État. Et en fait il y a toujours ce jeu là de se relancer la balle entre la métropole, la mairie, l'État, la préfecture, machin et tout. Du coup sur la fin en fait il y a eu des discussions comme ça où oui, c'était venu au squat. Alors je crois que c'était, je sais plus si c'était Bruno Bernard ou Renaud Père qui était venu avec d'autres représentants et tout, et il y avait Garabédian qui était venu aussi. Et en fait, tout le monde leur avait hurlé dessus, parce qu'en fait, ils venaient dans le calme dire à tout le monde qu'ils allaient être expulsés sans relogement, et fallait qu'on dise oui, vous êtes vraiment trop bons, quoi. Et du coup, tout le monde s'était quand même un peu énervé, quoi, et à un moment... Bon, je pense qu'ils ont un peu pris peur parce qu'ils se sont quand même dit on est un peu enfermés dans le squat. Donc à un moment ils sont partis un peu comme ça, tac. La discussion est fermée de toute façon. Mais ça c'était très très violent, et il s'est organisé autour de ça quand même un beau moment de lutte, même si c'est un beau moment de lutte où on a perdu, hein, soyons clairs. Le Casdal est expulsé, le CG est expulsé, mais c'est quand même un truc de rappel que les squats comme ça sont des endroits qui rendent possible énormément de choses de l'organisation générale, quoi. Et que la métropole le sait souvent. La métropole, la mairie et tout, ils le savent, tu vois. Et que ça les arrange pas vraiment, en réalité. Eux qui ont voté contre la loi Kasbarian, par exemple, ça les a pas dérangés d'utiliser la loi Kasbarian pour expulser les squats qui ont ouvert après le Casdal. En fait, nous on est pressés par le temps, par la vie, par machin, par mon cul sur la commode, et paf, en fait, on va demander une expulsion, mais vraiment, on veut pas, quoi. Vraiment, c'est pas nous, c'est un truc au-dessus de nous. Alors que c'est eux qui ont le pouvoir. Quand t'es propriétaire d'un endroit, malheureusement, la propriété privée fonctionne de telle manière que en fait, tu fais ce que tu veux à l'intérieur de chez toi. Eux, s'en battaient là. Enfin, ouais, ils se sont battés un peu les couilles, quoi. De l'expulsabilité du Casdal, de l'ECG, tout ça. Il y a eu des grandes manifs qui ont été faites, il y a eu des collages. Ça a vraiment dérangé les écolos un peu partout. Ça les a poursuivis pendant un temps. Vraiment, ils ont serré les fesses en vrai assez fort parce que il n'y avait pas moyen que Grégory il fasse 3 pas. Surtout que oui, voilà, tous les hivers, ils organisaient un truc des solidarités, du logement. Et en fait, toute la semaine, on allait perturber tous les trucs qu'ils faisaient. Et parce que c'était une honte en vrai de tenir des trucs comme ça, d'être en mode nous on fait les choses. De manière plus générale, la métropole essaye quand même un peu, depuis la loi Kasbarian, de faire les choses de manière différente, notamment en expulsant régulièrement les occupations du collectif Femmes à la rue. Donc ça, c'est très très différent de l'habitude. Mais non, ils ont aussi réussi à trouver une solution qui arrange tout le monde, un passe-caton.
Impasse Caton, donc c'était un bat assez vétuste qui ressemble à un espèce de motel sur 4 étages qui était un peu un point de deal à une période dans le 8e. D'ailleurs, il y a un clip de Mani GT avec Lacrim. Ce clip-là est tourné, machin. Évidemment, ça avait fait du bruit, machin. Donc, ils ont expulsé le bat pour virer en fait le point de deal. Et du coup, ils ont transformé ça en l'accueil de femmes du collectif Femmes à la rue et des sinistrés du squat qui a brûlé de Calure. Et ça a aidé. Ça a aidé. Parce qu'en vrai, c'est donner un bâtiment. Donc là, pour l'instant, on dirait que c'est sympathique. Et la vérité derrière ça, c'est que, en fait, donner un bat, ça leur coûte rien. Un bâtiment qui est vide pour une durée déterminée. Parce que du coup, c'est un peu du gardiennage par l'occupation. Je sais plus comment ils appellent ça, Securitas, mais voilà, c'est à peu près le genre. Mais le truc, c'est qu'ils ne sortent pas un centime, en fait. Ils sortent pas un centime. Tout ce qui est fait, c'est mettre à disposition un bat qui aurait pu être ouvert par d'autres gens autrement. Toutes les lecs, la plomberie, les chauffe-eau, tout a été acheté par l'argent de collectifs et d'associations qui acceptent de faire ce travail que l'État et les métropoles et que les municipalités doivent faire. Enfin, tu vois, c'est un peu évident. Et que du coup, tu te retrouves dans un truc où les gens sont contents, tu vois, évidemment. Enfin, et moi, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, moi aussi, je suis trop content quand, en fait, il y a... genre, là, il y avait quoi, 15, 20... Je crois il y a une vingtaine d'appartements. En fait, ça change aussi la vie de beaucoup de familles. Une partie de famille, une partie de mecs seuls. C'est vraiment très bien, cette partie-là. Par contre, d'un point de vue politique, en vrai, on attend quand même autre chose, quoi. On attend quand même un petit peu plus, et que c'est un peu hardcore, surtout que c'est pour 2 ans, quoi. Et qu'après, dans 2 ans, c'est retour à la street, il y a un peu de suivi et tout. Mais en attendant, qui c'est qui pointe son nez de temps en temps pour venir faire des photos un peu promotionnelles? C'est les écolos. La métropole pour dire, regardez, on fait des choses et tout. Alors qu'en fait, l'argent qui a été mis dedans, c'est pas grand-chose, quoi. C'est ça la blague de Mani GT, Lacrim et le point de deal. C'est que tu te donnes le beau rôle de, en fait, on a viré les dealers et on a mis des familles, voilà. On a enlevé ceux qu'on veut pas voir et on a mis les pauvres acceptables à la place. En fait, sur les expulsions, moi, il y a un truc qui me travaille quand même beaucoup. C'est un changement qui s'est opéré petit à petit et qu'on n'a pas vu trop la diff. C'est que, en fait, il n'y a plus de travailleurs sociaux dans les expulsions. Maintenant, les travailleurs sociaux, c'est la PAF. En fait, c'est la police aux frontières. Expulsion de pyramide, de base, il y avait 300 personnes. Les gens étaient prévenus avant, du coup, beaucoup de gens partent et tout. Il reste 60 personnes quand les flics arrivent. Il y a peut-être un travailleur social, mais il y a les services de l'enfance, la PAF, les trucs qui gèrent la prostitution et le trafic. Mais voilà, il y a une personne pour le travail social, quoi. Aujourd'hui, alors moi, il me semble qu'à Jean Massé, par exemple, il n'y avait pas de travailleurs sociaux. Et ouais, ça c'est quand même assez hardcore parce qu'en fait, tu ne cherches aucune solution. C'est juste, t'enlèves les gens d'un endroit pour qu'ils aillent ailleurs, tu vois. Enfin, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Alors qu'un campement quand même donne de la sécurité à l'intérieur, pas toujours, les gens s'embrouillent aussi, enfin voilà, comme dans tous les groupes sociaux. Hein. Mais en fait voilà, tu détruis juste une solidarité pour faire une place nette, quoi. Et à chaque fois voilà, les expulsions de campement, c'est toujours la même chose. Après un moment difficile, le collectif Femmes à la rue, elles ont réussi à ouvrir un BAT la semaine dernière. On est content de ça.
On est très content de ça et qu'en fait c'est drôle parce que alors Bruno Bernard ou Renaud Père, je ne sais plus encore, de toute façon c'est un peu les mêmes, que les gens ont eu au téléphone, il a dit non mais moi je suis occupé, je me bats contre l'extrême droite. Et moi ce que je comprends dans cette phrase c'est que d'habitude en fait il se bat contre nous, mais bref, mais voilà. Moi, je pose jamais toute la responsabilité sur la métropole ou sur les écolos ou quoi. Je pense que c'est des cons et qu'ils en font vraiment pas assez. Mais je pense aussi qu'effectivement, derrière, c'est compliqué aussi. Et que nous, on leur rend pas la vie plus simple. Mais en même temps, on est là pour ça, quoi. Bonjour, on est dans le collège. On a mobilisé un petit peu par rapport à une collègue qui a travaillé ici pendant 4 ans. Chez les panneaux, il faudrait qu'on soit plusieurs à le faire. Voilà qui viennent. On a une personne qui a travaillé pendant 4 ans. Elle a eu ses contrats renouvelés chaque année. Et cette année, d'un coup, elle était surprise par Métropole qui a arrêté son contrat. Qu'elle n'était pas vraiment avertie non plus. Un lundi matin, qu'ils arrivent comme ça d'un coup de le dire à la personne que votre contrat, il a arrêté, il est gelé. C'est un contrat qui était gelé. Voilà. Et nous, les agents, comme on est tous ici là, pour solidaires, pour soutenir notre collègue, on est là pour lui dire qu'on va se battre pour son poste. On aimerait bien qu'elle revienne travailler avec nous. On n'est pas là que pour notre collègue, on est là pour tout le monde, pour tous les gens qui ont perdu leur travail. Parce que sans leur travail, ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas venir besoin à leur famille. Mon boulot ici, c'est un agent d'entretien polyvalent. Je travaille ici depuis 4 ans. Et d'un coup, je n'ai pas de nouvelles avant. Le lundi matin, d'un coup, j'ai reçu là comme quoi vous arrêtez 2 jours d'après. Lundi, mardi, hier c'était mercredi, c'était la fin de mon contrat. Normalement, mon contrat c'était jusqu'à le 13 juillet. Ils sont arrêtés d'un coup, tout ça. J'ai aucune nouvelle, aucun truc. Juste qu'ils vont payer mes congés à l'avance. Je m'arrête hier, j'ai arrêté hier. Et mes congés, ils sont payés à l'avance, c'est tout. C'est ça qui est le truc que j'ai pas aimé du tout. Ils ont vraiment le truc humain là. Ils m'ont jeté comme ils ont jeté une chiffon. Non, c'est pas comme ça. Normalement, ils vont dire 1 mois à l'avance ou ils vont me laisser jusqu'à la fin de mon contrat. Ici, on a 11 classes. Chacune a 11 salles de classe à nettoyer. Et dans une salle de classe, on a 32 élèves, donc c'est-à-dire on a 32 tables et 32 chaises. Et imaginez-vous, dans une salle, on va faire combien de minutes en fait? Et le temps de faire toutes les 11 classes. Et qui c'est qui va faire les secteurs de notre collègue? Qui c'est qui va les faire? Déjà, on n'a pas le temps pour finir nos secteurs à nous. Donc, je ne sais même pas comment on va s'en sortir. Et ça ne devrait plus arriver en 2024. Faire des petits postes comme elles ont dit mes collègues, et elles l'ont très bien mentionné, supprimer comme ça la première marche d'escalier. On est dans une situation de précarité. On fait un travail qui est très physique, très difficile en fait. Moi j'aime mon travail, mais de traiter la personne comme un chiffon, en fait, c'est rabaisser encore plus la personne. Nous, on est agents d'entretien polyvalence. Ça veut dire qu'on touche aussi bien le ménage que la cuisine, que la plonge, on fait tout, en fait. Imaginez-vous si, dans une structure scolaire, que ce soit collège, lycée, université, ou dans toutes les administrations, il y a des agents d'entretien. Imaginez-vous si on les supprime, si on supprime ces postes. Rappelez-vous quand il y avait la grève des éboueurs sur Marseille, sur beaucoup de villes.
Nous, agents d'entretien, on est le premier maillon social pour maintenir des lieux propres où l'administration, elle peut venir. Trouver de l'argent ailleurs, qu'on refasse des routes à chaque fois, on casse des routes, on plante des arbres, on fait plein de choses. On achète des arbres, on casse les routes, on les répare, après on les casse. Pourquoi ? On a besoin des personnes qui travaillent aussi. Faut payer leur salaire, faut pas les mettre dans les routes. On n'a pas besoin. Chose aussi, ils vont décider comme quoi ils poussent les gens pour travailler. Quand les gens qui touchent la RSA et tout ça, maintenant ils ont mis une loi pour pousser les gens pour qu'ils travaillent. En même temps, ils arrêtent les gens J'ai mal pour trouver ce travail-là. J'ai sorti vraiment pour trouver ce boulot-là. J'ai fait 2 ans de recherche tout ça, et après d'un coup, ils vont pousser pour retourner à la RSA. Je commençais à faire misère à moi, parce que je suis mariée, j'étais femme de foyer avec 6 enfants, et d'un coup mes enfants, les grands, ils sont partis, faire leur vie, tout ça. J'ai 3 à la maison en charge, et d'un coup j'ai rattrapé toutes les maladies, tout ça, le stress de la maison. J'ai dit, mon médecin, il m'a poussé pour sortir, il faut sortir, travailler, trouver un truc pour oublier tout ça. Je commençais à gagner mon argent à moi, j'ai fait mes ailes à moi, plaisir à moi, mes enfants et tout ça. D'un coup, tous mes projets que j'ai faits pour l'année sont tombés à l'eau. Je pense que les gens qui ont décidé ça, ils ne sont pas sur le terrain pour voir les gens comment ils travaillent, comment ils gagnent leur vie. Ils ont décidé comme quoi il faut trouver de l'argent de la bouche des gens. Avant de supprimer les postes, il faut que les grandes personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il faut qu'ils viennent sur place pour voir les agents. Ils travaillent, ils souffrent pour gagner leur paye. On n'est pas là aujourd'hui, on travaille et demain ils nous disent à la porte. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on trouve des solutions. Les solutions, il faut les chercher, il faut les trouver ailleurs, pas mettre les gens à la porte. Les gens qui ont des enfants font comment ? Les gens qui sont séparés, ils sont plus avec les couples, ils font comment en fait ? Est-ce qu'on pense à ces personnes-là ou non ? Parce qu'on est des cadres, on est intouchables. Pourquoi ils n'ont pas arrêté les projets là qu'ils ont fait sur les tramways et tout ça ? C'est pas obligatoire. Ils touchent les gens pour lever le morceau de pain de leur bouche, et eux ils sont comment on dit, ils ont encore ont lancé des projets pour construire encore, pour faire des routes, pour faire des arbres, pour en lancer encore des trams et tout, et des personnes les mettent à la porte. C'est pas normal, c'est pas juste. Si je ne vote pas, je n'ai qu'à fermer ma grande bouche. Allez voter, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire en démocratie. Oui, je compte voter, oui. 87% des 18-24 ans se sont abstenus pour le premier tour des élections. Alors je pense que je vais voter, mais je suis pas encore sûr. En urgence, le gouvernement prépare une campagne de communication de dernière minute sur les réseaux sociaux. On ne fait pas voter les abstentionnistes, on crée des conditions pour que le vote devienne possible. Vous comptez aller voter ? Tract après tract, cette militante communiste ne lâche pas l'affaire. Parce que je pense que c'est important, nous en tant que jeunes, de dire ce qu'on souhaite. Elle compte bien ramener vers les urnes le plus d'abstentionnistes possible. On va aller chercher un nain, c'est un véritable fléau. Malheureusement, c'est la démocratie qui en pâtit. Moi je m'en fous, je vote plus. Oh, France, on sait s'amuser. Il suffit d'aller voter. Un vote pour l'enculé, un vote pour l'enfoiré. Et c'est parti pour 5 années. C'est ça la démocratie. Plus on va voter, plus on se marre. Dans l'isoloir, je fais pipi. Mon urinoir c'est la mairie. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle aller voter. Mais pourquoi continue-t-on à taper sur les élus de la gauche social-démocrate alors que nous devrions nous rallier à elle pour construire le sacro-saint barrage à l'extrême droite ? Chaque confrontation avec des élus locaux finit inévitablement sur cet argument. Des meetings perturbés de ELV aux réunions publiques socialistes, écologiques et PCF sur le logement envahi. Nous autres, sales gosses de l'extrême gauche, sommes constamment relégués dans le camp de l'idéalisme traduit par irréalisme et appelés à rejoindre la social-démocratie quand on ne nous accuse pas directement de faire le jeu de l'extrême droite comme si nous ne constituions pas une forme politique crédible, une force politique crédible.
Pour les élus de la gauche, on est les casse-pieds en cagoule du fond de la salle qui, les rappelons à leur inefficacité et leur trahison, qui, obtus comme nous sommes, ne voulons pas comprendre que ça n'est pas si simple et bête comme on est. Refusons l'alliance stratégique pourtant si évidente qui voudrait que nous nous rallions à eux parce qu'au fond, on est dans le même camp. À chaque élection, c'est le même refrain, c'est l'heure du rassemblement, c'est l'heure des alliances. L'extrême gauche est vue au mieux par les partis de gauche candidats comme des militants folklore, sympathiques, qui n'ont pas tout compris mais évidemment souhaiteront voter pour eux, et au pire comme de dangereux abstentionnistes qui porteront le poids de leurs péchés de mauvais citoyens jusqu'au 7e cercle de l'enfer de l'alternance, quand ce sera le tour de la droite. Voter est présenté comme un devoir, l'électoralisme comme une évidence et l'abstentionnisme comme un fléau. Élection après élection, on ne sort jamais de cette ritournelle. Et toutes celles et ceux qu'on n'entend jamais quand les urnes sont closes se décident soudainement à ouvrir leur bouche pour brandir le bulletin en étendard, en grande défenseuse de la démocratie avec un grand D. Nous on appelle ça le citoyennisme, l'engagement citoyen dans le renforcement de l'État qui prétend lutter contre le capitalisme. Et eux appellent ça un barrage. Tu aperçois la baisse, mais le jeu est truqué, il fallait s'en douter, ce ne sera pas si facile de reprendre ta liberté. Ouais, voter, c'est ça ta liberté. Ouais, voter, c'est bien voter. Ouais, voter, il faut te réveiller. Ouais, voter, moi je préfère tout casser. Ouais, voter, c'est ça ta liberté. Ouais, voter, c'est bien voter. Ouais, voter, il faut te réveiller. Ouais, voter, moi je préfère tout casser. Parmi les arguments anti-électoralistes de l'anarchisme traditionnel, il y a le refus d'abdiquer sa souveraineté d'individu au profit de dirigeants qui peuvent agir à leur guise durant toute la durée de leur mandat. Le vote représente la soumission, la compromission à la corruption et l'anti-électoralisme un moyen de préserver la pureté du combat anarchiste. Ce n'est pas l'argument le plus convaincant, qui ici introduit un argumentaire moral au détriment de perspectives matérielles. Là, parle de souveraineté de l'individu quand on aimerait bien parler collectif. Une opposition de principe n'est pas le côté face du pragmatisme qu'on nous sert sans arrêt. Au contraire, les modes d'organisation et de lutte autonome montrent qu'il ne s'agit pas tant de souveraineté de l'individu que de réussir à s'organiser autrement, de façon horizontale, de créer des modalités nouvelles et concrètes de solidarité de classe. En mettant en place quotidiennement et dans la lutte d'autres processus organisationnels et décisionnels que la démocratie, on construit des solidarités autour de points de convergence qui rassemblent. Les listes électorales, le vote, le bulletin, l'isoloir, tout le pestacle démocratique, les tracts, les affiches avec la tête des candidats, candidates, les débats, les interviews chronométrées, le temps de parole pesé, découpé, tranché, tout ça consiste en une dépense d'énergie militante faramineuse pour faire campagne. Élection après élection, ça parvient à amener sur le terrain des pélos qui ne s'engagent jamais concrètement par ailleurs. On pourrait applaudir l'effort, la conversion de personnes politisées en militantes, si on ne faisait pas le désagréable constat que cette débauche de moyens en argent et en temps, individuels et collectifs, se fait au détriment des mouvements sociaux, de la construction d'un rapport de force politique quotidien sur le terrain. LFI, pour ne citer que, parviennent à transformer les bonnes volontés de personnes désireuses de s'engager en petits porteurs de tracts, arracheurs d'affiches, porte-paroles locaux, les laissant s'épuiser sans espoir, parfois même de remporter quoi que ce soit, et négligeant leur intégration réelle à un collectif politique, au processus de contribution idéologique et stratégique. Mettre l'élection au cœur de l'action politique, c'est aussi renoncer à la lutte hors période de campagne. Et ce constat est d'autant plus vrai quand c'est la gauche qui est effectivement élue, alors que les avancées sociales émanent de notre capacité à construire un rapport de force avec l'État. Bon courage pour construire un mouvement d'ampleur quand c'est la gauche au pouvoir. Sous Hollande, par exemple, il a fallu attendre près de 4 ans pour réussir à construire un mouvement contre les attaques faites du monde du travail et aux classes populaires, pourtant débutées tôt dans le quinquennat. L'électoralisme fait aussi la morale à l'extrême gauche qui refuse de rallier la campagne ou même son bulletin au prétexte du fameux barrage à l'extrême droite. Mais en criant au loup du fascisme seulement au moment des élections, on ne fait que contribuer à un désinvestissement de la lutte antifasciste quotidienne. Voter Macron pour faire barrage semble dispenser d'assister aux rassemblements et manifs contre l'extrême droite, de venir en soutien aux événements menacés par les FAF, de lutter contre la criminalisation de l'antifascisme, mais aussi contre les rafles de retaillot et autres adoptions de politiques fascistes, et j'en passe. Sorti de l'isoloir, on se lave les mains de l'antifascisme, mais on a fait barrage, il paraît. Et vu la réaction des élus face aux récents événements à Lyon, l'urne est au barrage contre l'extrême droite ce que la feuille est au castor.
On vous laisse méditer sur cette métaphore de grand philosophe. Si l'argument anti-électoraliste de la parfaite indifférence du résultat des élections n'est pas convaincant, parce que oui, les gouvernements ne mèneront pas tous les mêmes politiques, il faut admettre que le curseur du moins pire se déplace toujours plus à droite. La liste des pour et des contre devient de moins en moins évidente à dresser, et la question de jusqu'où il faudrait pousser cette logique du moins pire finit par se poser. L'idée de cesser de perdre son temps et son énergie dans cet arbitrage pour se concentrer sur des perspectives de lutte réellement à même de s'opposer au système capitaliste, de porter des revendications exigeantes, antifascistes, anti-impérialistes, antiracistes, antisexistes pour l'autodétermination de genre, de construire des solidarités concrètes et des modes d'organisation horizontaux est ce qui est séduisant dans l'anti-électoralisme. Mais libre à vous d'accepter le tract qu'on vous tendra sur la piste cyclable ELV, surveillée par 10 caméras ELV aussi, direction le taf qui vous exploite, et de prendre un dimanche matin ou deux pour accomplir votre devoir de citoyen dans l'école de quartier dont on a viré les familles d'enfants sans toit, avant de vous rendre le soir au dernier concert à la LDLC Arena du Fils à Olas. Alors tu t'organises, et puis tu manifestes, tu te réveilles au loin tu aperçois la fête. Le jeu est truqué, il fallait s'en douter, ce sera pas si facile de reprendre ta liberté. Allez, votez, c'est ça ta liberté. Allez, votez, c'est bien voter. Allez, votez, il faut te réveiller. Allez, votez, moi je préfère tout casser. Allez, votez, c'est ça ta liberté. Allez, votez, c'est bien voter. Allez, votez, il faut te réveiller. Allez, votez, moi je préfère tout casser. Et on se donne pas rendez-vous dimanche du coup, mais mardi pour la prochaine émission bien sûr de Minuit Décousu à 23h. D'ici là, toutes nos émissions sont réécoutables sur notre audioblog Arte Radio et puis un peu partout en podcast et sur les radios camarades. Et on vous laisse avec cette phrase de synthèse: Europe Écologie, finalement, c'est le néolibéralisme partout, plus l'électrification des vélos. شام من و تو